Je m'appelle Émilie. J'ai 20 ans et je me réveille tous les matins à 4h50 pour me faire engueuler, transpirer à travers mes chaussettes et manger des œufs brouillés qui ont le goût de carton mouillé. Je suis cadette à l'Académie militaire de Crossland, en Arizona, et j'ai choisi d'être ici volontairement, personne ne m'y a forcé. Honnêtement, ça me fait parfois douter de mon jugement, mais je ne fuyais pas chez moi, je fuyais Riley. Riley est mon frère aîné, 2 ans plus âgé que moi, 100% plus gâté. C'était le chouchou de la famille, athlète universitaire, charmant menteur, raté professionnel. Chaque fois qu'il faisait une erreur, mes parents, surtout ma mère, en faisaient une opportunité de croissance. Quand je faisais des erreurs, j'étais déçu. Quand Riley a eu un accident de voiture, les garçons sont toujours les garçons. Quand je suis rentré à la maison avec un B, l'armée, c'est peut-être mieux pour quelqu'un comme toi. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ils m'ont dit, si tu veux faire le ROTC, d'accord, mais tu te débrouilles toute seule. Ça aurait été juste s'ils n'avaient pas fait volte-face et vidé l'argent de la bourse d'études de grand-mère Hazel pour moi et l'avoir utilisé pour la rééducation de Riley. Je ne l'ai découvert qu'1 an plus tard. Alors maintenant, je fais des exercices à l'aube avec des enfants qui n'ont jamais rien mangé sans l'approbation préalable d'un nutritionniste, en faisant comme si je ne remarquais pas ma fatigue parce que montrer sa faiblesse ici est un suicide social. Mes bottes ne me vont plus, je porte le même soutien-gorge de sport depuis 2 semaines et je n'ai pas les moyens d'en acheter un neuf, car j'attends toujours les $1500 par mois que mon père jure m'envoyer. Spoiler, je n'ai pas vu un centime. Hier, on a fait des exercices de démontage d'armes au soleil pendant 4 heures d'affilée, je me suis évanoui pendant exactement 7 secondes, assez longtemps pour attirer l'attention du sergent Manuzzo, qui me trouve maintenant fragile. Ce qui est génial, rien de tel que d'être taxé de faiblesse par un type qui a un jour arraché la porte du casier d'un cadet parce qu'elle était restée entr'ouverte. Quand j'ai repris connaissance, Jules Marlot, ma voisine de caserne et sceptique invétérée, se tenait devant moi, une bouteille d'eau à la main, le regard plein de rage. Je le savais. Elle est une vraie dure à cuire, Navajo. Elle est bâtie comme la version humaine de l'étiquette d'avertissement d'une boisson énergisante. Elle ne m'aime plus depuis le premier jour, a-t-elle murmuré. Elle n'avait pas réalisé que la fille à papa avait besoin d'une sieste. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'avais la bouche sèche et ma fierté était déjà à moitié morte. Jules ne comprend pas, elle me trouve faible parce que je reste dans mon coin et que je ne me plains pas. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas eu le luxe de me plaindre. Les plaintes ne servent pas à acheter de la nourriture. Les plaintes ne remplacent pas les chaussures quand les semelles se détachent. Les plaintes ne paient pas les frais de scolarité, même s'ils sont en grande partie couverts. Je mange les restes dont personne ne veut. J'achète du beurre de cacahuète en gros et je l'étale sur une semaine. Je compte les barres de céréales comme des pièces d'or. Parfois, je mâche du chewing-gum pour faire croire à mon estomac que quelque chose va arriver. Si vous me regardez encore et que vous vous demandez ce qui ne va pas chez moi, pas d'inquiétude, vous aurez bientôt la réponse. Mais d'abord, faites-moi plaisir, commentez si vous avez déjà du sourire en vous noyant, et abonnez-vous si vous avez déjà été responsable dans votre famille. Croyez-moi, vous aurez envie de rester. Je pensais que la vie militaire était tout en noir et blanc, règles, ordre, obéissance, mais personne ne vous dit à quel point elle est grise. Grise comme la poussière qui s'accroche quand on ne peut pas laver ses chaussettes, grise comme les cheveux qui s'incrustent et la saleté qui se dépose derrière les dents. J'apprends vite, la douleur est passagère, mais la pauvreté persiste. Quand ma première paire de bottes réglementaires m'a donné des ampoules si fortes que j'ai saigné à travers mes chaussettes, j'ai essayé de le signaler. L'officier d'approvisionnement m'a dit, doucez-les ou achetez-en des neuves. J'avais $23 en poche, alors je les ai désinfectées. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir. J'ai arrêté de répondre aux textos. J'ai arrêté de demander à maman quand aurait lieu le prochain transfert, parce qu'à chaque fois, elle me répondait simplement, sois patiente, chérie, ton père est en train de trouver la solution. C'était il y a 6 mois. Ce matin, pendant que tout le monde mangeait des burritos et discutait de permission, j'étais assis devant la caserne à gratter la colle séchée de mes seules chaussures de course. C'était un cadeau de grand-mère Hazel, envoyé dans une boîte recouverte de rubans adhésifs qui semblait scellé par la NASA. À l'intérieur, il y avait un petit mot, fier de toi. J'aimerais pouvoir faire plus. Elle ignore que j'ai reçu un seul colis d'elle en 2 ans, un seul. Pourtant, j'ai collé son mot dans mon casier, juste à côté de la liste des choses que je suis prêt à abandonner pour survivre ici, le sommeil, le confort, les amis, la justice, mais pas la dignité. Jamais ça.
Je n'ai pas jeté les chaussures. Je les ai remises le lendemain. Au diable les ampoules. J'avais les pieds crus au milieu de mes exercices matinaux, mais j'aurais pu dire quelque chose, demander à enfiler des chaussures de sport. Au lieu de ça, tout le monde aurait de nouveau su qu'Emilie, la fille du vétéran des marines Grantais, n'y arriverait pas. J'ai donc resserré mes lacets et j'ai boité. Après les exercices, je me suis rendu en boitant directement aux messes et j'ai évité la queue. Les crêpes et les saucisses étaient réservées aux cadets ayant souscrit à un forfait repas. J'ai pris le bol de pommes et j'ai rempli une serviette avec les 2 pommes les moins abîmées que j'ai trouvées. Si je les mangeais lentement, ça comptait presque comme un petit déjeuner. Jules s'assit en face de moi, sans y être invité, avec un plateau rempli de nourriture chaude. Elle jeta un coup d'œil à mes pommes, puis à ma boiterie. L'ampoule saignait encore. Je ne répondis pas. J'aurais dû m'acheter de nouvelles bottes, merci pour l'info. Elle mordit dans ses œufs, mâcha bruyamment et dit, ou peut-être utiliser un peu de l'argent que ton père t'envoie. Tu n'as pas dit qu'il était un ancien militaire? Il doit être plein à craquer. Ma mâchoire s'est crispée. Je ne reçois pas d'argent, ai-je dit. Alors, quelle est ton excuse? Voilà ce que disait Jules en un mot, pas de filtre, pas de sympathie, pas d'avertissement. Le genre de personne qui ne croit pas aux affaires personnelles, sauf si elles la concernent. Je me suis levé. Je ne te dois aucune explication. Elle haussa les épaules. Je ne pensais pas que tu en avais un. De retour à la caserne, j'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de nouveaux SMS. Ma mère n'avait pas répondu à celui que j'avais envoyé la semaine dernière. Papa a-t-il envoyé quelque chose ce mois-ci? Une semaine de silence me semblait plus lourde que n'importe quel chiffre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le solde, $8.14. Il n'y a même pas assez de chaussettes au PX. Il y a quelques mois, j'ai essayé de trouver un emploi à temps partiel le week-end, mais l'emploi du temps de Crossland ne le permet pas. Les cadets ne sont pas censés avoir besoin de revenus extérieurs, ils supposent que nos familles combleront le manque. Ils ont tort. Un jour, j'ai demandé à ma mère pourquoi l'argent n'était pas arrivé. Elle m'a appelé au lieu de m'envoyer un SMS. J'aurais dû me douter que ça voulait dire qu'elle allait tout faire pour elle. Tu peux être égoïste, a-t-elle rétorqué avant même que je ne la salue. On s'occupe de la convalescence de Riley. Il va mieux, mais le programme coûte cher. Essaie de trouver un emploi plutôt que d'attendre les aides. C'était riche. Le programme de rétablissement, auquel elle faisait référence, c'était Riley qui squattait la maison d'un ami et faisait semblant de faire une cure de désintoxication. Je le savais parce que grand-mère Hazel l'avait mentionné une fois dans un message vocal, elle ignorait que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 an, ni que j'avais encore faim la plupart du temps. Après avoir raccroché au nez de maman, j'ai dressé une liste, les choses que je ne lui demanderais plus, le loyer, la nourriture, les soins médicaux, tout. Si je ne pouvais pas les gagner, je m'en passerais. Plus tard dans l'après-midi, je me suis arrêté au bâtiment administratif et j'ai demandé si les cadets étaient autorisés à travailler à l'intérieur de l'académie, nettoyage des bureaux, maintenance, etc. La réceptionniste m'a adressé un sourire compatissant et m'a répondu sans conviction, on vous tiendra au courant. C'est le code pour dire, ça n'arrivera jamais. Je suis passé devant le centre de loisirs où des cadets se prélassaient avec des boissons énergisantes, discutant de leurs projets pour les vacances de printemps, Miami, Cabo, Las Vegas. J'ai regardé mes chaussures usées et j'ai enfoncé mes mains plus profondément dans mes poches. Ce soir-là, j'ai rassemblé de la monnaie sous mon lit et acheté un sandwich à la dinde de la veille au distributeur automatique de lait. Il avait un goût de carton mouillé, imprégné de regrets. Le lendemain matin, j'ai atteint ma limite. J'ai vendu ma tablette, c'était le dernier cadeau d'anniversaire que j'avais reçu de grand-mère Hazel avant l'université. Je l'avais gardé par sentiment, mais le sentiment ne paie pas pour des chaussettes de compression, de la poudre protéinée ou de la crème pour les pieds. Je l'ai mise en vente sur le forum d'échange étudiant de Crossland et j'ai trouvé un acheteur en 20 minutes. Il m'a demandé pourquoi je la vendais. Je lui ai dit que j'avais besoin de cet argent pour acheter des livres. Il ne m'a pas demandé lesquels. J'ai empoché l'argent, je suis allé directement au vestiaire et j'ai acheté de nouvelles semelles et une bonne paire de bottes d'occasion aux objets trouvés. Elles n'étaient pas assorties, mais elles ne m'ont pas saigné à blanc. À mon retour, Jules lassait ses bottes de combat sur sa couchette. Elle leva les yeux. Des nouvelles chaussures. Sorte de. Tu vends quelque chose? Non. J'ai juste fait preuve de créativité. Elle pencha la tête et sourit.
Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que tes pieds ne tombent pas, c'était la chose la plus proche de l'approbation que j'avais jamais reçue d'elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi 5 heures sans me réveiller de faim ni de sueur froide. Non pas que les choses soient devenues plus faciles, mais parce que j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. On parle de résilience comme d'un trait héroïque. Ce n'est pas le cas, c'est ce qui arrive quand personne ne vient, quand personne ne s'en soucie, quand personne ne se présente avec le chèque promis. Je ne suis pas devenu plus fort, j'ai juste arrêté d'espérer mieux. J'ai arrêté de demander de l'aide. Mais ça ne voulait pas dire que j'avais arrêté de remarquer qui en recevait. Il y avait un type dans mon unité, Caleb Master, grand sourire, trop de gel pour les cheveux, il ne semblait jamais se soucier de rien. Sa mère lui envoyait des colis toutes les semaines, des collations, des chaussettes propres, des bonbons vitaminés, et même un mot manuscrit avec des petits cœurs sur les « i ». Il les ouvrait en spectacle dans la chambre standard. Je ne le détestais pas pour ça. Je détestais l'idée que j'aurais la même chose. Ma famille n'envoyait pas de colis, elle envoyait le silence, sauf en cas de besoin. Quand Riley a détruit sa deuxième voiture, mes parents ont pris la mienne. C'était une Honda Civic cabossée que grand-père m'avait laissée. J'avais prévu de la conduire à Crossland l'été où je me suis inscrite. Au lieu de ça, ils l'ont vendue et ont viré l'argent directement dans une arnaque à la réhabilitation dans laquelle Riley était impliqué. Puis ils ne m'ont rien dit. Je l'ai appris en demandant à maman où étaient les papiers du titre de propriété. Elle m'a dit, on a dû aider ton frère. Il était en crise. Moi aussi, mais plus calme. Toutes les 2 ou 3 semaines, quelqu'un demandait des nouvelles de Riley. Je répondais toujours la même chose, occupé à bosser dur, tu sais comment c'est, la fac de médecine. C'était le mensonge que maman racontait à tout le monde, et je le répétais de mémoire. D'après elle, Riley était en 2e année à l'université Lakeurst, en prépa médecine et s'en sortait très bien. Pas de relevé de notes, pas de carte d'étudiant, que des histoires. Si j'insistais pour avoir des preuves, maman se mettait sur la défensive, pourquoi tu essaies toujours de le démolir? C'est ton frère. Elle disait ça comme s'il n'avait jamais été de mon côté. Un jour, au lycée, Riley a séché une semaine entière de cours. À son retour, il a dit à maman qu'il essayait de gérer son anxiété. Elle lui a préparé des brownies. Quand j'ai eu un C en trigonométrie et que j'ai dit que j'étais débordé, elle a annulé mes plans pour le week-end et m'a dit d'arrêter de dramatiser. Des normes différentes, la même maison. Je me souviens lui avoir demandé un jour ou une seule fois pourquoi elle nous traitait si différemment. Elle m'a répondu, Riley a besoin de plus de ma part. Il n'est pas aussi fort que toi. Cette phrase m'est restée en tête non pas comme un compliment, mais comme un avertissement. Chez nous, fort signifiait invisible. À Crossland, la force était différente, obéir aux ordres, porter des sacs de 30 kilos et ne pas pleurer quand son corps hurlait. Mais cela signifiait aussi faire semblant de ne pas savoir pourquoi les accidents de Riley étaient financés et les miens punis. Cette semaine-là, notre classe avait une conférencière invitée, le major Bethany Carlis, ancienne infirmière de combat et aujourd'hui instructrice à Fort Blackley. Elle a parlé de résilience, de leadership et d'intégrité sous pression. La salle était silencieuse, tout le monde écoutait. J'ai observé comment les gens se redressaient lorsqu'elle parlait. Elle ne demandait pas le respect, ils la suivaient comme une ombre. Après, je l'ai rejointe à la sortie de l'amphithéâtre et je me suis présenté. J'ai dit que j'avais aimé son exposé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as la posture de quelqu'un qui a été malmené, mais qui ne veut pas le dire à voix haute. Je ne savais pas quoi répondre, puis elle a ajouté, ce n'est pas un défaut. C'est juste de la puissance brute. Utilise-la. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas à cause du stress, mais à force de me demander, et si je m'en servais? Et si j'arrêtais de chercher à gagner l'amour de ceux qui l'utilisent comme une arme? Et si j'arrêtais de m'excuser d'être la fille qui n'a pas eu d'accident de voiture ni volé grand-mère? Le lendemain, j'ai reçu une vraie lettre manuscrite de grand-mère Hazel. L'enveloppe semblait avoir été postée par quelqu'un aux mains tremblantes et avec beaucoup de rubans adhésifs. À l'intérieur se trouvait un mot plié sur du papier à lettres florales. Chère Émilie, j'espère que l'entraînement se passe bien. Tu me manques terriblement. J'ai essayé de t'envoyer un colis le mois dernier, mais Laurel m'a dit que tu n'en voulais pas, dis-moi si c'est vrai. J'ai pensé à toi. Je suis fier de toi. Avec amour, grand-mère. J'ai longuement contemplé la lettre. Je n'avais jamais dit à maman de ne rien envoyer et je n'avais même jamais entendu parler du colis.
J'ai plié la lettre entièrement, je l'ai glissée dans mon casier et j'ai noté une chose dans mon carnet, ne vous fiez pas à ce qui est filtré à travers elle. Ce soir-là, j'ai séché le réfectoire, mangé une pomme que j'avais empochée plus tôt et regardé les autres cadets échanger des collations, parler de la maison, envoyer des textos à leur famille. Personne ne m'a regardé. C'était bien. Je n'avais besoin de la sympathie de personne, j'avais juste besoin de distance. Après ça, j'ai arrêté de plier soigneusement les lettres de grand-mère. J'ai froissé la suivante sans la lire, je ne l'ai ni déchirée, ni brûlée, je l'ai juste fourrée dans le tiroir du bas de mon casier. Si jamais j'avais besoin de me rappeler à qui j'avais affaire, elle serait froissée, malhonnête et pleine d'excuses. Quelques jours plus tard, nous avons appris l'existence de l'évaluation de simulation de combat Crossland, CCSA. 3 jours de manque de sommeil, avec un équipement complet, un simulacre de combat infernal. Pour y participer, chaque cadet devait apporter son propre équipement, gilet lesté, lunettes, sac d'hydratation, gants et protection tactique. Rien n'est fourni, venez préparer ou ne venez pas, a déclaré le sergent-chef. Il a affirmé que ce n'était pas obligatoire, mais que l'omettre signifiait se retirer de la liste des missions de leadership d'été, ce qui, en langage Crossland, signifiait dire adieu à sa carrière. Il me restait exactement 43 $ après la lessive et l'hygiène. Pas assez pour l'équipement. Je fixais la liste de fournitures collée sur le tableau d'affichage du couloir tandis que quelques cadets riaient en parlant de commander du matériel neuf en ligne. Je l'ai quand même noté. Je ne savais pas comment je l'obtiendrais, mais je n'allais pas me désister et laisser les gens penser que j'étais incapable de m'en sortir. Jules m'a surpris en train de regarder la liste et a haussé un sourcil. Tu t'inscris. Avec quel argent? Je vais trouver une solution, ai-je dit. Tu dis toujours ça parce que tu le fais toujours. Elle renifla. Ce n'est pas un plan. C'est une illusion avec une bonne posture. Elle n'avait pas tort, mais j'ai quand même signé mon nom, en lettres majuscules, sans hésitation. J'ai passé la journée suivante à éplucher les petites annonces de Crossland. J'ai trouvé un type qui vendait son vieux matériel cabossé mais intact pour 80 $. J'en ai proposé 40 et lui ai dit que je le retrouverais derrière la chapelle à midi. Il est arrivé 10 minutes en retard, défoncé et pieds nus, et m'a tendu un sac marin qui sentait les chaussettes de sport et le regret. Les gants étaient trop grands, les lunettes de protection craquelaient, et le gilet portait le nom de quelqu'un d'autre brodé dessus. Porteur, pouvait-on lire? Peu importe. Il était à moi maintenant. Ce soir-là, j'ai encore sauté le dîner et ajusté les bretelles devant le miroir de la salle de bain jusqu'à ce que le gilet m'aille. Peu m'importait de ressembler à une figurine d'action. Ce qui m'importait, c'était de ne pas être à nouveau laissé pour compte. Le jour de l'entraînement, j'étais prêt au plus ou moins. Première épreuve, navigation d'obstacles avec un sac de 15 kg rampement bas, mur de corde, simulation de fumée. J'ai réussi en un temps raisonnable, sauf que j'ai perdu un gant dans la boue et que je me suis ouvert la paume sur une poutre en bois éclatée. Du sang partout. Jules m'a aidé à l'envelopper. Elle n'a rien dit, se contentant de marmonner, ne laisse pas ça s'infecter. Deuxième round, prise d'otage. Mon équipe devait pénétrer dans un faux entrepôt et extraire un civil sans déclencher les alarmes. On a raté le coche, quelqu'un a renversé un support métallique et tout s'est terminé dans la confusion et les cris. Troisième étape, parcours d'endurance. 2 heures de sprint, de portage et de transport de sacs de sable, équipement complet. À la fin, je ne sentais plus mes bras. Mon t-shirt était trempé et j'avais l'impression d'avoir couru sur du verre. Mais j'ai terminé. Je n'ai pas abandonné, pas une seule fois. Alors que nous faisions la queue pour le décompte final, j'ai vu le capitaine Ridley m'observer au pas d'un air moqueur, juste en train de m'observer. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. De retour à la caserne, j'ai retiré mon équipement, les fourré sous mon lit et me suis effondré sur mon matelas. Mon corps tout entier hurlait, ampoule rouverte, paume bandée et collante, muscles bourdonnants de la douleur qui survient après avoir prouvé quelque chose aux autres, mais surtout à soi-même. Il y avait un message sur mon téléphone de maman, appelle-moi dès que tu en as l'occasion. Papa est contrarié que tu ne l'aies pas remercié pour l'argent de soutien. J'y ai fixé l'écran. Quel soutien financier, je n'avais pas reçu un centime depuis des mois, peut-être un an. Chaque fois que je posais la question, maman me répondait que c'était en attente. Chaque fois que j'insistais, elle s'énervait à propos de Riley, des factures ou de mon ingratitude. Mais maintenant, elle était furieuse que je ne la remercie pas pour l'argent que je n'avais jamais reçu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé.
J'ai juste ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et tapé un mot, menteur. J'ai posé le téléphone et tiré ma couverture sur ma tête, non pas pour dormir, mais pour bloquer le bruit. J'avais traversé le feu, la boue et la douleur toute la journée pour prouver que j'avais ma place, pour prouver que j'avais de la valeur au-delà de l'étiquette de « fille oubliée ». Je ne faisais pas que survivre à Crossland. Je le choisissais plutôt que. J'avais laissé son message sans le lire, mais j'avais gardé en tête la partie « argent de soutien », comme si c'était une sorte d'œuvre caritative, comme si j'aurais dû écrire une carte de remerciement pour des dons imaginaires. Les exercices matinaux ont été durs après la semaine de simulation. Tout le monde était courbaturé. On aurait dit qu'on avait été réveillé par une brique, mais personne ne l'a dit à voix haute. On a couru, grimpé, rampé et traîné comme un lundi ordinaire. À mi-chemin du 3e circuit, l'un des nouveaux cadets trébucha sur le chemin de gravier et atterrit à plat. Son casque roula et son bras saignait. Les gens hésitaient ou non par cruauté, juste par réflexe Crossland, ne pas rompre la formation sans ordre. Je n'hésitais pas. Je me détachai de la colonne, l'attrapai par les sangles de son gilet et le tirai hors de portée du groupe qui approchait. Il essaya de se lever, mais sa cheville se replia sous lui. « Reste couché », dis-je. Le sergent-chef Manuzzo siffla et chargea comme si quelqu'un avait insulté sa mère. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le cadet Bishop s'est tordu la cheville, dis-je. Manuzzo plissa les yeux vers moi, puis vers Bishop, qui leva les yeux, souffrant. Il ne dit rien d'autre. Il s'agenouilla et commença à donner des ordres. Je le regardais travailler, calme et maître de lui. Et l'espace d'un instant, je réalisais que parfois la force n'est pas invisible. Parfois, c'est la seule raison pour laquelle les gens reculent. Où étais-je prête à le confirmer? Sa demande fut rejetée. L'autorisation d'Orion l'avait signalée avant même qu'elle n'atteigne la réception. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non pas par inquiétude, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que je ne savais pas ce que Lena allait faire. On ne s'était pas parlé depuis des années, on s'était envoyé un texto, peut-être 2-1 pour prendre de tes nouvelles pendant les vacances, j'espère que tu vas bien, et une fois, elle m'a envoyé une carte après l'opération de maman. Elle était vide à l'intérieur. On n'était pas proches, pas comme des sœurs sont censées l'être. Pourtant, je savais comment elle se déplaçait, sa posture, ses gestes, le mouvement de sa mâchoire lorsqu'elle s'apprête à riposter. Elle avait ce regard sur le terrain, la mâchoire serrée, les yeux clignotants. C'est là qu'elle commence à poser des questions. Et si Lena commence à poser des questions, elle ne s'arrête pas. Orion m'a envoyé un avis d'une seule ligne le lendemain, maintenir le mode passif. Surveiller le vecteur d'exposition potentiel. C'était le code bureaucratique, ne faites pas de scène, mais gardez vos bottes. J'ai gardé les miennes. Fort Kaloun n'a pas été confiné, mais la situation a changé. Le programme a changé. Un instructeur a été réaffecté et 2 recrues ont été transférées dans une autre unité. Rien de dramatique, juste assez pour suggérer que quelqu'un à l'étage voulait que le bruit se calme. J'ai attendu, mangé des restes froids, nettoyé mon arme sans raison, couru dans le noir, lu un rapport vieux de 6 mois sur les fuites de données anormales dans les marchés publics de la défense et je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose s'était produit sous la surface. Pas avec la base, avec elle. La dernière fois que Lena m'a regardé comme ça, elle avait 10 ans et moi 12, et je venais de frapper un enfant du voisinage parce qu'il l'avait traité d'erreur. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Quand elle m'a enfin adressé la parole, elle m'a dit « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » J'aurais pu m'en occuper. Je me demandais si elle pensait la même chose, si elle pensait que je lui avais volé son moment, ou pire, si elle se demandait ce qui lui avait été volé d'autre. Ni des médailles, ni un grade, la vérité. J'ai éteint mon ordinateur et sorti le vieux classeur du tiroir du bas. Il ressemblait à un manuel d'opération de terrain standard, couverture bleu terne, bords effilochés, pages effacées. À l'intérieur, la moitié des pages étaient vierges. L'autre moitié contenait des modèles de briefing imprimés Orion, dissimulés dans ce qui ressemblait à du matériel de leadership de base. Ce classeur traînait dans l'appartement de Lena depuis presque 1 an. Je le lui avais offert lors d'une visite surprise, à la fin de sa formation d'officier, et je lui avais dit que cela pourrait l'aider à peaufiner ses méthodes de coaching. Elle l'avait à peine ouvert. J'étais sûr qu'elle l'avait fait. Le fil de déclenchement était intégré à l'insert en acier brossé spigna cousu sous la poche arrière. Il ressemblait à une plaque de poids, mais était en réalité une plaquette de données de la taille d'une carte à jouer, reliée à froid à un nœud à accès nul du réseau interne d'Orion.
Le déclencheur n'ouvrait pas le fichier, il le connectait à un appareil non autorisé. À 4h16, une tablette non étiquetée a envoyé un signal sonore sur la plaquette d'acier. Le nœud s'est allumé pendant 7 secondes, puis s'est éteint. Je n'avais pas besoin de redatage. L'alerte m'est parvenue directement, sans fanfare, sans deuxième couche. Juste un simple clignotement sur mon appareil sécurisé et un frisson dans le dos. Cette clé USB ne contenait que 2 correspondances physiques. L'une était dans mon tiroir verrouillé. L'autre, Lena la détenait désormais ou l'avait détenue. Elle n'était pas stupide. Si elle y avait accédé, elle savait ce qu'elle avait fait. Le problème, c'est qu'elle ignorait ce que cela signifiait. La plaquette n'était pas seulement un raccourci vers mon CV. C'était un système de dépôt mort, relié au réseau d'alerte passive d'Orion. Il ne s'activait que si quelqu'un trafiquait la signature de chiffrement ou si une personne disposant d'une autorisation administrative utilisait une connexion sous faux drapeau. Le plus grave, le faux drapeau était accompagné d'une signature, et celle-ci avait un nom caché dans les métadonnées, Morgan Landon. 442 est l'identifiant d'entraînement de mon père, ancien, inactif, soi-disant désactivé. J'ai fixé la ligne de code jusqu'à ce que ma vision se brouille. Puis j'ai extrait la chaîne de données chiffrées et les transféré dans une table d'analyse vierge. Les journaux ne mentaient pas, quelqu'un utilisant l'ancien chemin d'accès de mon père avait consulté et modifié un rapport de terrain 7 ans auparavant, la semaine même où j'avais été retiré de Nordval. On m'a dit que je n'étais pas fait pour le commandement le jour même. La modification était subtile. 3 lignes furent ajoutées aux notes après action, rejetant la faute d'une erreur tactique du commandant sur le non-respect des directives par un cadet subordonné. Ce cadet, c'était moi. Le nom du commandant avait été effacé dans l'original, mais le fichier non modifié se trouvait toujours dans les archives d'Orion. Ma version avait été conservée comme une « anomalie », classée ironiquement sous la rubrique « dossier d'entraînement dévié ». Aucune mesure n'avait été prise. Jusqu'à présent, j'ignorais qui l'avait modifié. Maintenant, je le savais, non pas un inconnu, ni un acteur hostile, mais mon père. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas juré, j'ai juste respiré. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers l'évier et j'ai bu un grand verre d'eau comme si j'avais marché dans le désert. J'ai ouvert une feuille blanche et je l'ai enregistrée sous le nom de Codefile Deco, et j'ai établi une chronologie, chaque document, chaque signalement, chaque code d'autorisation lié à l'effondrement de ma carrière. Ni par vengeance, ni même par souci de responsabilité, juste pour clarifier les choses. J'ignorais si Lena avait déjà vu le drapeau. Elle n'avait pas l'autorisation de décrypter l'intégralité de la charge utile, mais même l'écran initial de l'interface aurait suscité des questions. Le logo Orion à lui seul lui aurait fait l'effet d'une claque. Et si elle insistait, elle saurait déjà qui lui avait remis ce classeur. Elle n'aurait pas besoin de carte. Elle saurait exactement où chercher. Je posai la vitre, l'ordinateur portable encore fermé bourdonnant, et observai le plafond comme s'il allait répondre en premier. Il ne répondit pas, mais le ping, lui, oui. Une alerte prioritaire se glissa dans le flux de commandes avec une légère vibration au pas de flash, juste une icône clignotante sur un écran noir. Protocole Epsilon, brèche de nœud, origine Fort Kaloun. J'ai revérifié l'indicateur, confirmé la signature et remonté jusqu'au moment où la tablette de Lena a heurté la plaquette chiffrée. La brèche n'était pas profonde, juste une égratignure, mais elle a suffi à déclencher les anciens pièges fantômes. Epsilon n'était pas une mesure de sécurité standard, c'était un protocole hérité réservé à une seule menace, la compromission interne via un accès hérité. En clair, quelqu'un de haut placé, disparu depuis longtemps, vient de faire quelque chose qu'il n'était pas censé faire. J'ai transmis le message au groupe de contrôle de surveillance d'Orion. La réponse est arrivée en quelques secondes. Directive de traçage approuvée. Surveillance silencieuse. Aucun dossier d'incident. Cela signifiait pas de rapport officiel, pas de mesures disciplinaires, juste des yeux, beaucoup d'yeux. J'ai récupéré les journaux bruts localement et déchiffré le fichier Shell pour confirmation. Le résultat était à nouveau le même, Morgan Landon. 442 le même titre dormant que mon père utilisait en tant que colonel supervisant les évaluations du programme Rosie. Il n'y avait que 2 façons d'activer ce code. Premièrement, il s'autorisait à nouveau via un canal de communication, ce qui était peu probable, car Orion aurait signalé la tentative. Deuxièmement, l'identifiant avait été mis en cache dans une sous-routine intégrée et déclenchée automatiquement par une requête externe. Cela signifiait que l'appareil de Lena avait, sans le savoir,
déclenché l'équivalent d'un fil-piège relié à une boîte anonyme scellée dans du béton. Je me suis adossé et j'ai regardé le désordre qui se déroulait sur l'écran. Ça n'aurait pas été si mal si Lena avait examiné attentivement le fichier. Le pire, c'est que l'alerte ne provenait pas de son système, mais d'une Odia fantomée adresse de relais dormante enterrée dans un dossier réseau d'archives étiqueté admin-basim-balegacy-bawardand, un dossier que personne n'avait touché depuis plus de 6 ans. C'était la signature de Curtis Vaughn. Les gens ont eu des conversations gênantes à propos d'émissions de télévision. Quelqu'un a coupé le gâteau. Grand-mère a souri comme si de rien n'était, mais personne n'en a redemandé. Lorsque les invités sont finalement sortis, grand-mère m'a tendu un pyjama propre et m'a dit « La chambre d'amis est prête ». Je me suis changé, je me suis assise au bord du lit et j'ai contemplé le papier peint à fleurs comme s'il contenait des réponses. Mon téléphone a vibré à un message de maman « S'il te plaît, n'aggrave pas la situation ». C'était trop fort. J'ai posé le téléphone face contre terre et me suis allongé sur le lit, les bras écartés. Je n'étais pas fatigué. Mon corps vibrait, mais ce bourdonnement n'était plus la panique, mais la clarté. Je pensais que l'amour était censé faire mal, que si quelqu'un disait qu'il tenait à moi, je devais lui pardonner tout ce qu'il avait fait. Mais assise à cette table, à entendre mon père parler d'argent que je n'avais jamais vu, à voir ma mère s'effondrer lorsqu'elle était surprise, j'ai compris quelque chose, l'amour n'est pas réel s'il s'accompagne de reçus et de secrets. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'en avais assez pleuré. J'ai juste fermé les yeux et dormi dans le lit le plus moelleux que j'avais touché depuis des années. L'odeur du café frais m'a tiré du lit avant même que le soleil n'atteigne les fenêtres. Grand-mère était déjà dans la cuisine, en peignoir et lunettes de lecture, feuilletant un bloc-notes comme le journal du dimanche. Elle ne m'a pas accueilli par de banalité, elle a juste glissé une tasse sur le comptoir et m'a dit « Assieds-toi. On va revoir quelques points. » Je me suis assis. Elle s'est servi une tasse, elle aussi, sans rien édulcorer. J'ai parlé à ton père et à Laurel hier soir après que tu sois allé te coucher. Ils ont pris l'argent que je t'envoie chaque mois. Je pensais que c'était pour toi, je suis resté silencieux. Elle ne s'arrêta pas, je leur ai donné d'avance les frais de scolarité des 2 premières années, 50 000. C'était en plus de ce que ton père t'envoyait chaque mois. Ce chiffre m'a frappé de plein fouet. On m'a dit que je n'avais obtenu qu'une bourse partielle. Vraiment, demandai-je. Elle hocha la tête. Donc, ça n'a pas coûté si cher, ce qui veut dire qu'ils ont empoché la différence. Ma poitrine se serra. Ce n'est pas tout, dit-elle en tournant une page. Ils ont utilisé ton nom pour demander un prêt d'équipement étudiant sous ma cosignature, ce que je croyais être pour toi. Il s'avère que les fonds ont servi à financer la rééducation de Riley. Je me suis assis, stupéfait. Comment est-ce légal? Ce n'est pas le cas. Je fixais mon café, la mâchoire serrée. J'avais envie de renverser la table, de crier, d'exiger que je recommence chaque jour où je pensais être simplement incapable de vivre. Grand-mère tendit la main par-dessus le comptoir et me tapota doucement la main. J'aurais dû vérifier. Je leur ai fait confiance, c'est de ma faute. Je ne te blâme pas, dis-je. Je le fais, répondit-elle. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge. Ce n'était pas gênant, juste pesant. Je vais arranger ça, dit-elle finalement. Pas pour eux, pour toi. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, et je n'ai pas posé la question. Elle s'est levée, a marché dans le couloir et est revenue avec une enveloppe blanche à la main. C'est à toi, dit-elle. Ne discute pas. À l'intérieur, il y avait 500 $ en espèces et le numéro de compte d'un nouveau compte courant que j'ai ouvert à votre nom uniquement, votre nom. Je l'ai pris à 2 mains. Je virerai 2000 $ le premier de chaque mois. Tu ne dois rien dire à tes parents. Tu ne dois pas leur envoyer un centime. Je n'avais pas prévu de le faire. Elle sirota son café et me regarda droit dans les yeux. Émilie, tu as survécu en te faisant mentir par des gens qui auraient dû te soutenir. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas ta faute, mais ce que tu feras de ce prochain chapitre, c'est ton affaire. Ce fut plus dur que tous les discours que j'avais entendus à Crossland. J'ai senti quelque chose changer, je n'étais plus seulement une victime, je tenais un levier. Merci, grand-mère, dis-je. Elle sourit. Ne me remercie pas encore. Après le petit déjeuner, nous sommes allés à la gare routière. Elle a insisté pour m'accompagner à l'intérieur, s'assurant que j'avais mon billet, puis m'a serré si fort dans mes bras que j'en avais le souffle coupé en montant.
Elle m'a glissé une autre enveloppe dans la main. Un fonds d'urgence, dit-elle. Ne discute pas. Garde-le à portée de main. Je me suis glissé sur un siège côté fenêtre et je l'ai ouvert dès que le bus est parti ou encore $300, pas de billets, juste des billets pliés avec une précision militaire. Le trajet de retour à Crossland fut long, mais me parut plus léger. Je ne rentrais plus fauché. J'avais un compte en banque, un filet de sécurité, un nom qui n'était pas un mensonge. Quand j'ai déposé mon sac à la caserne et remis mon uniforme, quelque chose en moi s'était calcifié au pas froid, juste plus clair. Je suis entré au PX, j'ai acheté un repas complet au sandwich, frites, bouteille d'eau et j'ai tout mangé sans vérifier mon solde. Ce soir-là, j'ai remboursé les $20 que Jules m'avait donnés pour de la poudre pour les pieds 2 mois plus tôt. Elle a semblé surprise. Tu braques une banque? Je viens enfin d'obtenir ce qui m'appartenait. Elle leva son verre en guise de salut. Après l'extinction des feux, je restais allongé, éveillé, les yeux fixés au plafond. La baraque sentait les chaussettes et la scie à pain, et quelqu'un ronflait de l'autre côté de la pièce, mais je ne me sentais pas piégé. Je ne luttais plus pour survivre. J'avais un pied et cette fois, personne ne me l'enlèverait. Je n'ai parlé de l'argent à personne, mais cela a changé ma façon d'entrer dans chaque pièce, plus arrogante, juste droite. J'avais des bottes neuves, en cuir véritable, pas empruntées d'occasion ni maintenues par du ruban adhésif. Mes orteils ne saignaient plus. À midi, j'avais l'impression de tricher. J'ai recommencé à manger des repas complets. J'ai arrêté d'accumuler des barres de céréales sous mon matelas. J'ai acheté une deuxième tenue de kinésithérapie Crossland pour ne pas avoir à faire la lessive de minuit. Ce petit changement des vêtements propres sans stratégie m'a donné l'impression de gagner au loto. Le meilleur dans tout ça, j'ai pu me concentrer. J'avais suffisamment de ressources pour m'en soucier. Mes résultats aux examens ont grimpé en flèche. Les instructeurs ont commencé à me solliciter davantage. J'ai arrêté de me laisser aller pendant les briefings tactiques. J'ai même commencé à prendre la parole lors des exercices d'escouade, et on m'a écouté. Le capitaine Ridley m'a demandé de rester un vendredi après-midi après l'exercice. Il m'a tendu une chemise en papier craft. On vous recommande pour le cursus de préparation au leadership avancé, a-t-il déclaré. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas réservé aux juniors et aux seniors? On te fait avancer. J'ai ouvert le dossier, c'était réel. Des formulaires d'emploi du temps, des signatures d'instructeurs, et même une approbation officielle. Mon nom était bien orthographié, et tout. C'est sérieux, me suis-je dit à moitié pour moi-même. Toi aussi, répondit-il. Ne gâche pas tout. Il l'a dit comme une menace et un compliment réunis dans un même souffle. De retour à la caserne, j'étais assis sur ma couchette, tenant le dossier comme s'il allait disparaître. Jules a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Zut, tu viens de sauter la file d'attente. Je suppose que oui, dis-je. Je te dis, dit-elle en riant, tu n'es pas seulement fait pour survivre dans cet endroit, tu es fait pour le diriger. Peut-être qu'elle plaisantait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas nié. Au cours des semaines suivantes, les choses ont pris de l'ampleur. J'ai rejoint un groupe de mentorat. On m'a proposé de co-diriger notre prochaine équipe d'exercice en conditions réelles. J'ai commencé à encadrer un cadet de première année nommé Lial, qui me ressemblait beaucoup, mais plus calme et bien moins doué à la corde. Je ne lui faisais pas payer. Je ne voulais être le héros de personne, mais l'aider me donnait enfin le sentiment d'être plus qu'une réaction à une situation difficile. J'étais ma propre cause. Ce changement s'est répercuté sur tout. Quand j'ai appelé grand-mère un dimanche, je lui ai parlé du programme de leadership. Le mot fierté ne suffit pas à exprimer tout cela, a-t-elle déclaré. Il serait temps que le reste du monde voie ce que je vois. Nous avons ri, mais il y a eu un silence après. Puis elle a ajouté, tes parents n'ont pas appelé, pas une seule fois. Je m'en doutais, lui ai-je dit. Je leur ai parlé de l'argent, du testament, de tout. Je n'ai pas demandé comment ils avaient réagi. Je n'en avais pas besoin. Quelle que soit la tempête qui se lève, ai-je dit, je ne m'y abriterai pas. Je sais que tu ne le hais pas, répondit-elle. C'est ce qui les effraie. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone un moment. Pas d'appel manqué. Pas de SMS désespéré, au juste le silence. Et le silence, pour une fois, était comme une force. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre ni de grand-mère,
ni de mes parents, mais de Riley. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Son écriture n'avait pas changé au bâclé, tout en minuscules. Et, j'ai entendu dire que tout avait explosé. Je ne savais pas vraiment. Si tu me détestes, je comprends. Je suis dans un endroit maintenant. Encore. C'est différent cette fois. J'essaie. Je voulais juste dire que je suis désolé. C'était tout. Pas de demande, pas de manipulation, juste le strict minimum d'excuses. J'ai plié la lettre une fois et l'ai glissée au fond de mon casier. Lui avais-je pardonné? Premièrement, mais pour la première fois, je n'avais pas apporté le poids du refus. J'avais une séance d'entraînement, une inspection de matériel à préparer et un mémoire à terminer. Je n'étais plus Émilie qui se faisait avoir anonymement, j'étais cadet, et j'avais du travail. J'ai cessé de sursauter quand mon téléphone a vibré. Je n'attendais plus la permission de vivre. Le message suivant vient de tante Brenda, la sœur de maman, jamais proche, jamais cruelle, juste des meubles de famille neutres. Je pensais juste que tu devais savoir que tes parents ont vendu la maison. Riley est à nouveau en cure de désintoxication, ce n'est pas donné. J'espère que tu vas bien. Je l'ai contemplé pendant une bonne minute. Sans culpabilité, sans exigence, juste un avertissement, une douce bombe. J'ai répondu en 2 mots, merci, c'est noté. C'était tout, aucun commentaire, aucune sympathie à partager. C'était étrange à quel point tout cela semblait insignifiant maintenant. Vendre la maison avait été leur terre sacrée, l'idée de réduire la taille de leur logement aurait été un blasphème il y a 5 ans. Mais ils ont tout mis le feu eux-mêmes. Maintenant, ils vivaient dans les décombres, et moi dans un dortoir au mur en parpaing avec une colocataire qui jurait dans son sommeil, mais au moins, rien dans ma chambre n'avait été payé par la souffrance d'autrui. Cette semaine-là, j'ai été convoqué au secrétariat académique. Un de mes professeurs m'avait signalé pour une recommandation. Programme de recherche d'été aux spécialisations en psychologie. Petite cohorte. Sélection rigoureuse et bourse incluse. Je n'ai pas fait semblant d'être surpris. J'étais préparé. J'ai soumis ma candidature dans les 24 heures, habillé comme pour un entretien, et j'ai veillé à ce que chaque réponse soit accompagnée d'un reçu. Lorsqu'ils m'ont demandé ce qui motivait mon intérêt pour la psychologie, je ne leur ai pas raconté d'histoires traumatisantes, j'ai parlé de schémas, de systèmes humains, des dommages que les gens causent lorsqu'ils se persuadent d'être victimes de leurs mensonges. Le jury de sélection n'a pas bronché. Ils ont acquiescé. J'ai reçu le courriel 3 jours plus tard, accepté. Je me suis assis avec Jules à l'extérieur du dortoir ce soir-là, sirotant du café tiède provenant d'un distributeur automatique. Continue à grimper, dit-elle. On dirait que tu es allergique à l'immobilité. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que la stabilité est très bénéfique pour l'ambition. Elle sourit. Tu as toujours des nouvelles de tes parents? À peine. Ils se sont tus depuis la vente de la maison. Tu penses qu'ils essaieront à nouveau de te parler? Peut-être, ai-je dit, mais je ne leur dois rien. Il fallait toujours répéter cette phrase, surtout pour moi. Je ne leur devais pas la paix simplement parce que nous partagions le même nom de famille. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres manuscrites, toujours de maman. Elle n'était pas longue, aux 2 pages maximum, pliée de manière irrégulière, comme si elle n'avait toujours pas trouvé comment s'adresser à moi sans faire comme si j'avais 12 ans. Émilie, nous avons emménagé dans un endroit plus petit. Riley est toujours en cure de désintoxication, ce programme est plus strict. Peut-être que cette fois, ça marchera. J'y ai beaucoup réfléchi. Nous avons fait des erreurs. Nous ne voulions pas te blesser, mais je suis fier de toi pour tout ce que tu as fait. Amour, maman. Pas vraiment d'excuses. Un vague signe de regret et un léger compliment. Je n'ai pas jeté la lettre, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai glissée derrière la première lettre de Riley, dans mon casier, me disant que j'aurais besoin de documents si ma vie devenait un jour une pièce à conviction. Quelques jours plus tard, j'ai assisté à ma première séance d'orientation estivale. Nous n'étions que 6 dans la cohorte, la plupart semblaient n'avoir jamais sauté un repas. Je ne leur en voulais pas. Je savais juste que j'allais les surpasser tous sans effort. Après l'orientation, j'ai pris une barre protéinée au distributeur et je suis retourné sur le terrain. J'aimais toujours les exercices. J'aimais toujours les courbatures, la transpiration, la sensation d'utiliser tous mes muscles, y compris ceux que personne d'autre ne pouvait voir.
Ce qui ne montrait pas que je ne reconstruisais pas, que je construisais, et que je n'avais pas à repartir de zéro. Pour la première fois depuis des années, je n'ai consulté ma boîte aux lettres qu'après. Si quelqu'un voulait me joindre, il pouvait le faire en personne. J'étais en train de rédiger une proposition éthique pour la cohorte de recherche d'été lorsque mon téléphone a vibré, signalant un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Au Crossland reçoit beaucoup d'appels indésirables se faisant passer pour des recruteurs militaires ou des histoires de voitures avec garantie prolongée, mais le timing m'a poussé à swiper. Allô? Silence, puis, Émilie? C'est Riley. Mon estomac ne s'est pas noué. Il ne s'est pas soulevé non plus. Il a juste marqué une pause. J'appelle du centre. Ils m'ont dit que je devrais commencer à me racheter. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis redressé. Alors, c'est une case à cocher pour toi, numéro. Enfin, oui, en quelque sorte, mais pas pour faire semblant. Je ne suis pas là pour me justifier. Je veux juste m'excuser. Sa voix était basse, calme, peut-être répétée, mais pas vide. Je ne savais pas à quel point ça avait mal tourné pour toi, dit-il. Je ne savais pas qu'ils utilisaient ton argent. C'est parce que tu n'as jamais demandé. Je sais. Le silence s'éternisa. Je ne t'appelle pas pour que ça tourne autour de moi, dit-il. Je sais que j'ai fait assez de dégâts. J'avais juste besoin que tu l'apprennes de ma bouche. Et qu'est-ce que je suis censé faire exactement avec ça? Rien. Il a dit. Tu ne me dois pas le pardon ni rien, vraiment. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai pris. Cela m'a fait réfléchir, pas seulement l'argent, ni la nourriture, ni les années, mais la conviction que quelqu'un se souciait de moi, la foi que la famille vous soutenait, même si elle ne le montrait pas toujours. N'est-ce pas? Il avait percé ce problème et maintenant, il essayait de le réparer avec des mots sans exigence, sans requête, juste des mots. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai laissé le silence agir. Tu as l'air sobre, dis-je finalement. Je le suis. 32 jours. Continuer, c'est le plan. J'ai raccroché la première. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai même pas enregistré le numéro. Je suis resté assise là, à regarder le curseur clignoter sur mon brouillon de proposition au clignotant toujours, attendant toujours la phrase suivante. J'ai recommencé à taper. Ce week-end-là, grand-mère est venue me rendre visite. Elle ne m'a pas prévenu de sa venue, elle est juste arrivée devant ma résidence, vêtue d'une veste à fleurs et de lunettes de soleil trop grandes pour son visage. Inspection surprise, dit-elle en brandissant un sac d'épicerie comme une récompense. Je l'ai serré fort dans mes bras. Tu n'avais rien à apporter. Des en cas de secours, dit-elle en haussant les épaules. Et tu avais l'air trop maigre la dernière fois. Nous nous sommes assis sur la pelouse de la cour et avons mangé des crackers au beurre de cacahuète pendant qu'elle me questionnait sur mes cours, mes recherches et sur les cadets qui sortaient ensemble. Elle posait toujours ces questions d'un ton qui laissait transparaître une véritable curiosité, et non une indiscrétion. Quand je lui ai parlé de l'appel de Riley, elle est restée silencieuse. Tu le crois, a-t-elle demandé. Je crois qu'il était sincère, pour aujourd'hui. Ça suffit. Parfois, je me demande si je pourrais à nouveau avoir une vraie relation avec eux. Alors, n'en fais pas. Les gens pensent que le pardon est nécessaire, mais ce n'est pas le cas. Je la regardais. Tu n'es pas fâché que je sois encore en colère? Émilie, dit-elle, j'ai été en colère contre mon premier mari pendant 25 ans. Ce n'est pas du poison, à moins de faire comme si de rien n'était. Ce soir-là, elle m'a emmené dans un restaurant grill, comme ça. On a partagé le dessert et on s'est moqué de la moustache du serveur. Elle n'a plus parlé de mes parents. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je l'ai raccompagnée à sa voiture, je l'ai serrée dans mes bras par la fenêtre et je l'ai regardée partir jusqu'à ce que les feux rouges disparaissent. Je ne me sentais pas abandonné. Je me sentais choisi et pour une fois, c'était suffisant. Je n'ai parlé de cette visite à personne, mais j'ai porté la veste qu'elle m'avait offerte 3 jours de suite. Elle n'était pas sophistiquée au juste coupe-vent, avec une poche cachée et une fermeture éclair fonctionnelle, mais elle me semblait différente, comme une armure souple. Cette semaine-là, nous avons fait des exercices de nuit sous la pluie. Tout le monde râlait. Moi non. J'avançais dans la boue comme si elle me devait quelque chose, et d'une certaine manière, c'était le cas. Chaque fois que mes bottes ne fuyaient pas, je me souvenais de celles craquelées que j'avais réparées avec du ruban adhésif 6 mois plus tôt.
Chaque fois que je fouillais dans mon casier et que je sortais des affaires propres sans me demander comment je les relavais, je me souvenais d'avoir gratté des échantillons de lessive au fond des bacs à linge. C'est fou comme le confort s'élève vite quand on ne vit plus en mode survie, comme si dormir pendant un orage était soudain devenu un luxe. Mes notes n'ont cessé de grimper. J'ai réussi les 2 premières évaluations de la cohorte de recherche. Le capitaine Ridley m'a décerné une mention officielle modeste, mais elle a été versée à mon dossier. Les cadets ont commencé à me demander des conseils, pas seulement des notes. Un soir, au mess, Lyle, le même élève que j'avais l'habitude de tutorer, s'est assis en face de moi, un bac plein à craquer, et m'a dit « J'ai postulé pour le programme de leadership l'année prochaine. Grâce à toi, c'était faisable. » Je ne savais pas comment répondre à cela, alors j'ai hoché la tête et lui ai passé le sel. De retour dans ma chambre, Jules leva les yeux de son lit. « Tu as des nouvelles de tes parents ? » ? « Non. » »« Et toi ?» Elle marqua une pause, puis dit « C'est bizarre, n'est-ce pas, à quel point cela semble normal maintenant. » »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que tu as traversé des moments difficiles, Az, et maintenant tu vis comme si de rien n'était. Ce n'est pas rien. Oui, mais tu ne le trimbales plus. C'est ce que je veux dire. Assis sur ma couchette, j'y pensais. Elle avait raison. La colère n'avait pas disparu, mais elle ne me rongeait plus, elle restait dans un coin, comme une vieille cicatrice que je pouvais retracer quand j'avais besoin de me rappeler qui j'étais. Un après-midi, je suis passé devant le centre administratif et j'ai remarqué un panneau d'affichage couvert de prospectus. L'un d'eux a retenu mon attention, un sommet de leadership pour les vacances de printemps à Washington, avec des déplacements payés, une sélection au mérite uniquement, la priorité étant donnée aux élèves officiers ayant une trajectoire ascendante et bénéficiant d'une bonne évaluation par leur pairs. J'ai ouvert un onglet et postulé le soir même. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'email « Sélectionné ». 3 jours plus tard, j'ai fait mes bagages, pris un avion et me suis retrouvé dans une salle de conférence remplie de futurs officiers venus de tout le pays. Certains n'avaient jamais reçu de refus de leur vie. D'autres ne pouvaient s'empêcher de citer des proches ayant un grade. Je n'ai pas participé, mais j'ai écouté. J'ai remarqué comment ils parlaient de stratégie, de ce qu'ils s'attribuaient et de ce qu'ils rejetaient sur les autres. Quand c'était mon tour de parler en équipe, je n'essayais pas d'être impressionnant, j'exposais simplement ce que je voyais, ce qui n'allait pas, ce qui devait être corrigé et ce que nous pouvions faire avec les personnes dont nous disposions et le temps dont nous disposions. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a ri. L'une des évaluatrices invitées, le colonel Whitlow, une femme aux cheveux gris acier et décorée d'une Silver Star, s'est approchée de moi après coup. « Vous dirigez comme quelqu'un qui a dû le faire. » »« Je l'ai fait, » ai-je répondu. Elle soutint mon regard, puis hocha la tête. « Continue. » C'était tout au pas d'applaudissements, pas de trophée, mais j'avais l'impression que quelqu'un venait de me donner une permission que je ne savais même pas que j'attendais. Je n'ai pas envoyé de SMS à grand-mère pour lui parler du sommet tout de suite. J'aurais voulu le lui dire en personne, avec ma voix. Elle est venue me chercher à la gare routière, comme toujours, avec sa même bouteille d'eau surdimensionnée, ses lunettes de soleil trop hautes sur la tête et sa voiture qui sentait la menthe poivrée et les friandises pour chien. « Avez-vous apprécié le sommet ?» a-t-elle demandé en souriant. « Ouais » ai-je souri. « J'en ai regardé une partie en ligne » a-t-elle dit nonchalamment, s'engageant sur l'autoroute comme si elle n'avait pas lâché une bombe. Ils ont diffusé les meilleures évaluations en direct. Le colonel Whitlow a mentionné un jeune cadet qui a vécu la situation, pas seulement étudié. J'ai bien compris que c'était vous. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste regardé par la fenêtre et j'ai hoché la tête. Elle attendit un instant. Elle a aussi dit que ton briefing était le plus honnête tactiquement qu'elle ait vu chez quelqu'un de ton âge. J'ai cligné des yeux. Sérieusement ? Elle a utilisé mon prénom et mon nom. Tu es googlable maintenant. Ça m'a fait rire. Que Dieu me vienne en aide. Nous nous sommes arrêtés déjeuner dans un restaurant qui servait des hamburgers plus gros que mon visage. Grand-mère a commandé des frites comme si elle ne surveillait pas son cholestérol. À mi-repas, elle s'est penchée en arrière et a dit « J'ai toujours pensé que tu deviendrais plus grand que tes parents. » Ils n'ont toujours pas appelé, dis-je. Bien. Ne leur laissez pas la possibilité de revenir. Une partie de moi pensait qu'ils reviendraient et réessayeraient. Pourquoi ? Culpabilité ? Désespoir ? Habitude ? Ils ne reviendront que lorsqu'ils auront envie de quelque chose. Je sais. Elle tendit la main par-dessus la table et déposa une petite enveloppe devant moi.
Je me tendis avant même de la toucher. Du calme, dit-elle. Pas de drame. À l'intérieur se trouvait une seule impression, le montant total qu'elle avait transféré sur mon compte au cours de l'année écoulée, détaillé par date, ainsi qu'une note manuscrite. Il s'agissait d'un soutien, pas d'un prêt, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être savoir jusqu'où vous êtes arrivé. Ce n'était pas un sentiment de culpabilité. C'était un tableau d'affichage et pour la première fois, les chiffres ne me faisaient pas me sentir petit, ils me responsabilisaient. Je les pliai et glissai dans la poche de ma veste. Nous sommes rentrés chez elle en silence, pas de sermon, pas d'histoire, juste le genre de silence qui vous fait sentir plus écouté que n'importe quelle conversation. De retour dans son allée, je me suis arrêté avant de sortir. Grand-mère ? Ouais. S'il se pointe, mes parents, je ne veux pas qu'ils s'approchent de toi. Je suis sérieux. Elle sourit. Ils ont déjà essayé. Il y a environ un mois, ils ont frappé à la porte. J'ai répondu avec un avocat sur haut-parleur. Sérieusement, je ne fais pas de menaces vagues, Émilie, leur ai-je dit sans détour. Je ne modifierai pas mon testament, et si vous insistez encore, je porterai plainte pour abus financiers. Je la fixai, à la fois horrifié et impressionné. Ils partirent rapidement. Je n'ai plus entendu un bruit depuis, a-t-elle ajouté. J'ai secoué la tête. Tu es terrifiant. Elle m'a tapoté la main. C'est une compétence qui s'apprend. De retour à Crossland, j'ai repris ma routine, comme si on ne venait pas de me rappeler combien une personne pouvait supporter sans craquer, cours, exercices, soutien scolaire. Je continuais à travailler au café le week-end parce que, bizarrement, j'aimais le rythme. Cela me rappelait que je n'étais pas au-dessus de tout travail, même avec des félicitations de leadership et des invitations luxueuses. Un après-midi, j'ai trouvé une carte glissée sous ma porte. Elle n'était pas signée, mais disait simplement. J'ai vu le sommet. Tu l'as mérité. Personne ne peut te l'enlever. Je n'ai pas reconnu l'écriture, et peu m'en est fallu. Celui qui l'avait envoyé avait raison. Plus tard dans la soirée, j'ai traversé la cour, contemplant les arbres bourgeonnés au printemps et les cadets se lançant des ballons de football comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Avant, je regardais ce genre de scène et je me sentais comme un fantôme. Maintenant, je me sentais comme une personne enracinée ou non pas quelqu'un qui avait échappé à quelque chose, mais quelqu'un qui avait construit quelque chose de complètement différent. Je ne me suis pas précipité dans ma chambre. J'ai pris le chemin le plus long au lema du drapeau, les bancs comme si le campus tout entier m'appartenait enfin. L'air sentait l'herbe coupée et l'huile moteur. 2 cadets me dépassaient en trottinant, en criant des paroles que je connaissais par cœur. Je ne les ai pas rejoints, je n'avais rien à prouver. Quand j'ai finalement atteint mon immeuble, je l'attendais devant la porte, les bras croisés, souriant comme si elle venait de se réveiller. Tu l'as raté, dit-elle. Quoi manquer ? Des visiteurs d'âge moyen, épuisés, qui avaient vraiment l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. L'une d'elles a essayé de prétendre être ta mère, mais je leur ai dit que tu n'habitais plus ici. Vraiment ? Oh, si. Puis je leur ai donné le numéro de la sécurité du campus. Ils sont partis. J'ai ri, vraiment ri. Mon Dieu, je te dois une fière chandelle. Tu le fais, acquiesça-t-elle. Je récupérerai quand je voudrais choisir un film. À l'intérieur, mon téléphone clignotait, la messagerie vocale sonnait. Je l'ai mis sur haut-parleur pendant que j'enlevais mes bottes. Émilie, c'est papa. Je ne sais pas si tu entendras ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me rappelles. Je voulais juste te dire qu'on fait des efforts. On sait qu'on a raté quelque chose ou j'ai raté quelque chose. Riley est toujours en cure de désintoxication, c'est dur. Ta mère, elle ne le gère pas bien. Mais j'ai entendu parler de ce que tu fais à Crossland. Tu as atteint le sommet, c'est incroyable. On est fiers de toi. On l'a toujours été. Il marqua une pause, comme s'il voulait en dire plus, mais ne savait pas comment. Le message s'arrêta là. Je m'assis au bord de mon lit, le téléphone à la main, comme s'il pouvait m'expliquer quelque chose si je le fixais assez longtemps. Jules jeta un coup d'œil. Ça va ? Ouais, dis-je bizarrement. Tu vas le rappeler ? Non. Elle hocha la tête et la laissa là, c'est pour ça que je lui faisais confiance. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert l'enveloppe que grand-mère m'avait remise des semaines plus tôt, celle intitulée « Fonds d'urgence numéro 2, uniquement en cas de besoin ». Je n'en avais pas besoin pour de l'argent, mais à l'intérieur,
entre les billets, se trouvait une lettre de sa main. Si vous lisez ceci, vous avez probablement déjà surmonté la tempête dans laquelle vous êtes né, ce qui signifie que vous êtes plus fort que ceux qui l'ont fait pleuvoir. Ne laissez pas la culpabilité se faire passer pour de la loyauté. Ne laissez pas l'amour vous donner accès à eux. Vous ne leur devez rien d'autre que le silence. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Et si jamais vous oubliez qui vous êtes, souvenez-vous de ceci, vous êtes la preuve qu'ils n'ont pas réussi à détruire ce qu'ils n'ont pas pris la peine de comprendre. J'ai replié la lettre et l'ai glissée sous mon oreiller. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, pas de rêve, pas d'angoisse, juste du repos. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai enfilé mes chaussures et j'ai couru jusqu'au parcours d'obstacles avant le lever du soleil. Je n'en avais pas besoin, personne ne regardait. Pas de notes, pas d'évaluation, juste moi. Le soleil a percé les nuages au moment où j'atteignais le dernier mur. Je l'ai escaladé sans réfléchir, sans hésitation, sans me brûler les bras. Au sommet, je contemplais la piste déserte du campus, le drapeau flottant au vent. Je ne fuyais plus rien. Je n'avais plus faim. Je ne me cachais plus. J'étais là, debout, respirant, prêt. Pas d'excuses. Pas de permission. Pas d'adresse de retour. Juste un message. On dit toujours que la vengeance est bruyante, cris, portes claquées, discours théâtraux, mais pas la mienne. Ça ressemblait à être ponctuel, manger 3 repas par jour, dormir sans culpabilité. Ça ressemblait à s'épanouir là où j'étais censé me replier. Je n'ai ruiné personne. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste arrêté de les laisser me ruiner. Si des histoires comme celle-ci vous touchent de près, des histoires de vengeance familiale, de force tranquille ou simplement de comment sortir d'une dynamique familiale brisée, n'hésitez pas à vous abonner. Nous vous réservons d'autres histoires de familles authentiques et crues.